Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc, je m'appelle Sabrina Marnet-Letellier, je suis nutrithérapeute, praticienne en micronutrition et en hypnose. Et aujourd'hui, je vais vous parler du SIBO, mais surtout d'un SIBO en particulier qui est le troisième type de SIBO, donc le SIBO H2S ou hydrogène sulfureux. Voilà. Donc, pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore le terme de SIBO, donc j'ai déjà fait une vidéo précédente justement pour parler du SIBO, mais globalement, le SIBO, donc c'est une pullulation de bactéries au niveau de l'intestin grêle. Donc, c'est une partie de l'intestin qui est plutôt faite pour l'absorption que pour la fermentation. Donc, quand on a un excès de bactéries à cet endroit-là, pas forcément des bactéries pathogènes, mais en excès, forcément, on va se sentir plus mal parce que beaucoup de fermentation, beaucoup de ballonnement et bien souvent une absorption qui est moindre. Donc, on peut commencer à développer des carences ou une perte de poids. Donc, il y a trois types de SIBO, le SIBO hydrogène, le SIBO méthane, que maintenant on appelle IMO, et un troisième SIBO dont on parle beaucoup moins, qui est le SIBO H2S, donc à hydrogène sulfureux. Et donc, j'avais envie de vous parler de ce type de SIBO-là parce que justement, il est mal connu et il ne se traite pas du tout, il ne se prend pas du tout en charge comme les autres, d'où l'importance de le connaître. Alors déjà, une petite introduction sur ce fameux gaz-là, ce H2S. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça fait? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Vu qu'on en parle, on peut se douter que c'est pas un très bon gaz, mais c'est comme tout dans la nature, on a besoin de tout, donc c'est intéressant en petite quantité, ça devient toxique en grosse quantité. Notamment, c'est un gaz qui est produit déjà naturellement par certaines cellules au niveau du corps et aussi par des bactéries qui sont naturellement présentes dans l'intestin. Ça va avoir un rôle notamment de protection de la muqueuse de l'estomac, plutôt pas mal, un rôle dans la neuromodulation, dans certaines sécrétions hormonales, comme myorelaxant au niveau des muscles lisses de l'intestin. Donc en soi, ça peut être plutôt intéressant à petite dose. Dès lors qu'on commence à augmenter la dose, eh bien, on peut avoir un effet plutôt inflammatoire. Alors déjà au niveau intestinal, mais au niveau de tout le corps, avec des douleurs musculaires, articulaires, tendineuses, une modification de la motilité intestinale, forcément, sinon si c'est trop myorelaxant, donc si ça relaxe trop les muscles lisses, on peut avoir tendance à avoir plutôt un transit accéléré. Euh, Ça peut aussi jouer au niveau de la bouche à augmenter les parodonties et ça peut aussi jouer au niveau cellulaire pour venir endommager l'ADN. Donc, on est bien d'accord, il faut éviter d'avoir trop de ces bactéries qui produisent ce gaz H2S. D'ailleurs, que ce soit dans l'intestin grêle ou dans le gros intestin, on verra globalement, il vaut mieux pas en avoir trop. Quels sont les symptômes? Qu'est-ce qui peut vous laisser penser que justement il peut y avoir un problème de SIBO H2S ou un excès de manière générale de ces bactéries produisant de l'hydrogène sulfureux? Eh bien déjà, c'est que on peut ressentir des ballonnements, des gaz, bien souvent de manière plutôt importante, voire des éructations qui peuvent ou pas avoir une odeur un peu d'œuf pourri. C'est pas toujours le cas, mais quand c'est le cas, posez-vous la question, en tout cas, c'est qu'il y a probablement un petit problème avec la gestion des produits soufrés. Les nausées. Ensuite, modification du transit. Donc ça peut être soit diarrhée, soit alternance entre diarrhée et constipation, un peu des deux. Euh, il peut y avoir aussi des douleurs, justement, on a dit que c'était inflammatoire, donc des douleurs musculaires, articulaires, donc un syndrome un peu de type fibromyalgique peut être occasionné par ça. Et de manière générale, lorsque vous avez des symptômes digestifs qui sont augmentés avec la consommation d'œufs, de viande ou de crucifères, ça devrait vous mettre la puce à l'oreille. Mais encore une fois, comme beaucoup de choses, avant de vous lancer dans un grand protocole, un traitement, etc., je vous conseille vivement de vous faire tester. Alors le problème avec ce type de SIBO, c'est que pour l'instant,
en France en tout cas, on n'a pas encore les tests qui permettent de dire avec certitude c'est bien un SIBO H2S. Donc bien souvent, on peut faire cette phase en deux fois, c'est-à-dire que la première phase, c'est de faire quand même un test respiratoire pour le SIBO et puis de voir qu'est-ce qu'on va retrouver. Bien souvent, en fait, ces types de bactéries utilisent les autres, notamment l'hydrogène, pour se développer. Donc, on va se retrouver finalement avec un test plutôt plat, hein, ce que j'appelle, enfin vraiment, vous allez avoir quelque chose une ligne quasiment plate du début à la fin et quasiment à zéro, que ce soit pour l'hydrogène et pour le méthane. Je vous montrerai un petit exemple là tout de suite. Donc voilà, ce type de test, quand c'est vraiment encéphalogramme plat, euh, peut, euh, peut laisser penser, en tout cas, qu'il y a un risque de bactérie H2S. Alors, un petit bémol quand même, méfiez-vous si votre test a été fait avec le substrat glucose. Hein, il y a deux types de sucre, enfin de substrats qui peuvent être utilisés pour faire ce test, le glucose et le lactulose. Et pas le lactose, hein, le lactulose. Le glucose, le problème, c'est qu'il peut être absorbé chez certaines personnes assez rapidement au début de l'intestin grêle. Et du coup, ben, en fait, ben, il ne va plus y avoir de glucose pour être fermenté par les bactéries. Donc, on peut avoir quelque chose de plat, mais juste parce qu'il n'y a plus de glucose, donc plus rien à fermenter. Donc, pour être sûr, demandez plutôt un test au lactulose, sauf si vous avez vraiment des diarrhées, où là, ça risque d'augmenter dramatiquement vos diarrhées. Donc là, faites plutôt le test au glucose en première intention. Mais voilà, méfiez-vous quand même de l'interprétation de ce test. Si c'est tout plat, c'est pas forcément, surtout si c'est tout, ça reste tout plat aussi après 120 minutes, c'est qu'il y a anguille sous roche. Et vu que là, on est plus sur un test négatif, c'est-à-dire que si c'est pas ça, alors on peut supposer que c'est ça. Moi, je recommande souvent de doubler. Je sais qu'en termes de coût, c'est important, mais ça peut permettre d'éviter de faire un traitement pour rien, ce qui a aussi un coût. euh, c'est de faire un test de microbiote pour aller vérifier justement s'il n'y a pas un excès de certaines bactéries qui produisent cet hydrogène sulfureux. Alors, on est d'accord, hein, le test de microbiote, ça va surtout permettre de voir ce qui se passe dans le gros intestin, le côlon, et pas forcément dans le grêle. Maintenant, si on voit un excès de ces bactéries, on s'en fiche que ce soit dans l'intestin grêle ou le gros intestin, de toute façon, elles sont en excès, donc c'est problématique et donc il vaut mieux s'en occuper. Et justement, quelles sont ces bactéries? Bah, elles ont un nom assez, on va dire, évocateur. Ce sont des sulfovibrio, des sulfomonas, euh, Bilophila, Fusobacterium, un petit peu aussi Helicobacter et d'autres bactéries un peu plus pathogènes. Mais voilà, notamment donc sur les tests de microbiote, ce qu'il faut regarder, c'est Fusobacterium, Biophyla et des sulfovibrio ou des sulfobactères. Voilà, ce sont des bactéries qui, justement, vont produire ces gaz. Donc, toujours pareil, quand elles sont en petite quantité, ça va. Dès qu'elles commencent à prendre trop de place et donc à produire trop de ce gaz inflammatoire, ben, il faut s'en occuper. Alors, comme dans tous les SIBO, rien n'arrive par hasard. Vous n'allez pas vous mettre à avoir une pullulation de ces bactéries dans votre intestin pour rien, hein, juste par coup de malchance. Donc, en général, c'est qu'il y a des déclencheurs derrière. Comme les autres SIBO, eh bien, il faut s'occuper d'abord de ces déclencheurs, d'abord de ces déséquilibres, pour ensuite pouvoir maintenir la correction que vous allez pouvoir faire à votre microbiote. Ça ne sert à rien de tirer à boulet rouge sur des bactéries qui ne sont pas bonnes, si à côté de ça, la cause est toujours là, parce qu'au bout de 15 jours, 3 semaines, un mois, vos mauvaises bactéries vont toujours revenir. Donc vraiment, je dirais c'est la règle d'or quand on s'occupe du microbiote, ça ne sert à rien de prendre que des probiotiques ou des plantes antibactériennes si on ne s'occupe pas à un moment de se dire mais comment est-ce qu'elles sont arrivées là? Qu'est-ce qui a été fait? Hein, là, on est en fin de parcours au niveau de l'intestin. Il y a tout ce qui s'est passé avant. Il y a l'alimentation, il y a la digestion haute, hein, donc le foie, l'estomac, le pancréas.
il y a la mastication, tout ça vient impacter votre microbiote. Donc ça ne sert à rien de jouer juste sur le microbiote si tous les paramètres avant ne sont pas sous contrôle. Et dans le SIBO, un autre paramètre qui est clé, c'est le stress et la dérégulation du système nerveux central, donc un tonus vagal qui est mauvais. Ça, vous n'y couperez pas. Je n'ai pas encore connu de personne, ou presque, ayant un SIBO sans avoir de dérégulation de ce système nerveux et donc du stress ou de l'anxiété qui sont associés. Donc vraiment, attention, c'est la règle d'or. Ne restez pas focalisé que sur l'alimentation et les compléments. Il faut vraiment vous prendre en charge dans votre globalité. Quand votre corps va mal, c'est un message pour vous dire, attention, vous n'êtes pas dans la bonne voie. Et donc des fois, c'est depuis longtemps qu'on fonctionne dans un mode d'hypervigilance euh, de manière récurrente. Donc voilà, plus particulièrement là, pour ce type de SIBO, qu'est-ce qui peut le créer? Alors, bien souvent, on s'aperçoit que ça vient après un traitement, après un SIBO, on va dire classique, hydrogène ou méthane, on peut avoir ce type de SIBO qui se développe. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il a tendance à se développer quand on a une alimentation qui est pauvre en légumes et notamment pauvre en FODMAP, et ou une alimentation qui va être riche en protéines ou riche en graisse animale. Donc effectivement, des personnes qui font des régimes sans FODMAP pour le SIBO pendant des mois et des mois, et bien, au bout d'un moment, risque de se déclencher un SIBO H2S derrière. C'est aussi donc des bactéries qui utilisent des produits soufrés et donc il peut, si on a un corps qui a une mauvaise gestion de ces composés soufrés, ben, un traitement prolongé aussi avec ce type de produit peut poser problème. Donc notamment, ça peut être des produits pour le foie, des traitements pour le foie à répétition, attention, même si c'est en théorie bon pour la santé, si vous avez du mal à gérer ces sulfates, ces sulfites, et bien derrière, ça peut poser problème. Et autre problème aussi, la lysine, hein, qui est utilisée notamment pour traiter les cibométhanes ou les IMO. Euh, Si c'est fait de manière trop prolongée, ça peut aussi déclencher ça. Ou je pense encore aux régimes cétogènes, hein, qui sont malmenés, on va dire, aux régimes cétogènes malmenés, où on a beaucoup de graisse, et notamment beaucoup de graisse animale. Bah, si votre corps n'est pas tout à fait adapté à ce type d'alimentation, voilà, ça peut déclencher aussi ce type de dysbiose derrière. Donc vraiment, pour moi, ce sont des- et une autre cause, c'est une mauvaise gestion justement des soufres. Je ne vais pas vous faire un cours de biochimie, mais voilà, il y a des personnes qui génétiquement peuvent avoir un problème dans cette transformation des composés soufrés, dans cette sulfatation, et qui peut déclencher à terme donc ces symptômes-là. Du coup, comment on fait maintenant qu'on a posé le diagnostic, même si vous n'êtes pas médecin? Voilà, on peut quand même parler de diagnostic dans ce cas-là, ou en tout cas de forte présomption. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien déjà, la première chose à faire, donc, c'est de modifier l'alimentation. Le mieux, alors c'est vraiment un SIBO qui est à part, hein, parce que dans les deux premiers types de SIBO, il est souvent recommandé de faire une alimentation pauvre en FODMAP. Donc, je rappelle que les FODMAP sont des fibres fermentescibles, pour la plupart des prébiotiques, donc en théorie très très intéressantes pour la santé, mais quand les bactéries sont en surnombre à l'intestin grêle, forcément ça va trop fermenter et ça va être gênant. Par contre, dans ce fameux ciboulot-là, eh bien, il faudra plutôt mettre davantage de fibres, davantage de FODMAP, justement aussi pour favoriser les bonnes bactéries et leur faire prendre la place de ces mauvaises. Donc plutôt un régime végétarien et surtout un régime pauvre en produits soufrés, notamment éviter les viandes rouges absolument, éviter les œufs, éviter les produits laitiers,
éviter tout ce qui est crucifère, donc les choux, les oignons, les poireaux aussi, euh, les radis. Voilà, ce sont les aliments majoritairement à éviter. Et en termes d'additifs, éviter tout ce qui contient des sulfites, hein, donc les fruits secs, etc., ou les fruits en boîte avec ce type de conservateur, et éviter les carragénanes. Donc ça, bah, c'est un texturant qu'on va aller retrouver dans pas mal de produits du commerce, des produits végétariens, des végétaux, etc. Donc faites attention, c'est problématique. Alors je dirais les problématiques de manière générale sur le microbiote, mais pour vous, si vous souffrez de ce type de SIBO, encore plus. Donc voilà, déjà, c'est l'alimentation. Ensuite, concernant le traitement, bah, c'est là où c'est un petit peu plus problématique. Disons que j'ai vu passer, enfin, quand je me suis formée à la prise en charge du SIBO auprès du docteur Jacobi, la prise en charge était, je dirais, bourrin. Hein, on va pas se mentir, avec de l'huile essentielle d'origan pris à très, 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 très forte dose. Je me suis dit, bah, si avec ça, je ne tue pas mon patient, mon client, j'ai quand même de la chance. Alors oui, c'est sûr que les bactéries vont y passer aussi, mais je ne donne pas cher de son foie. Surtout que pendant un traitement, les bactéries ont aussi tendance à se nourrir un peu de la bile. Donc, si vous donnez des choses pour protéger le foie, en général, ça a tendance aussi à favoriser un petit peu la production de bile, bah, du coup, ça va être problématique. Donc, pour moi, donner de l'huile essentielle d'origan sans donner des produits pour protéger le foie, c'est carrément suicidaire. Donc, j'ai préféré m'abstenir. Les antibiotiques usuels ne semblent pas fonctionner non plus. Ce qui marche, c'est plutôt une approche douce. Voilà. Hein, plutôt que de travailler en bourrin, eh bien, il faut travailler un petit peu plus longtemps peut-être, mais en douceur, avec notamment une plante chinoise qui s'appelle Jiaogulan, des extraits de grenade sont aussi intéressants. La camomille est aussi plutôt, donc la tisane de camomille peut être suffisante. Il semblerait qu'il y ait une souche de bactéries, donc Lactobacillus plantarum LP8, qui soit aussi plutôt bénéfique. Les isoflavones de soja semblent aussi montrer un léger effet. Donc après, faites-vous accompagner vraiment pour avoir un protocole qui se tienne, pour avoir quelque chose aussi adapté à vous. Et bien sûr, par contre, une des bases, c'est de prendre du molybdène, justement pour favoriser aussi je dirais, ce métabolisme, hein, des produits, des soufres. Donc le molybdène, vraiment très utile. Et ce qui peut être aussi utile pour aider le corps en fait à décharger un petit peu de ces gaz qui sont inflammatoires. Si vous avez une baignoire, c'est de faire des bains avec du sel d'Epsom ou d'aller souvent dans des saunas, soit infrarouges, soit des saunas classiques pour arriver à transpirer. Voilà, l'idée, c'est aussi de pouvoir se libérer son corps, hein, détoxifier son corps de cet hydrogène sulfureux qui est plutôt donc pro-inflammatoire et assez mauvais pour l'ADN à forte dose. Donc ça peut vous aider pendant le traitement. Mais voilà, vraiment la clé à retenir, c'est ça, c'est qu'au niveau alimentation, c'est une alimentation complètement à l'opposé des autres SIBO. Et pour le traitement, là encore, ce sera vraiment quelque chose de différent, qui est plutôt basé sur des plantes riches en polyphénol. En fait, ces polyphénols, ce sont des antioxydants, mais ils jouent aussi un rôle de prébiotique. Et donc, en fait, ils vont favoriser le développement de bonnes bactéries. Et forcément, vu que l'intestin est un peu un milieu fermé, quand on augmente les bonnes, on a tendance à diminuer les mauvaises. Et donc, plus vous allez mettre de bonnes bactéries, plus vous allez avoir un environnement qui sera favorable à ces bonnes bactéries, moins il sera favorable aux autres bactéries qui, elles, sont un peu plus problématiques. Voilà. Donc, j'espère que ça vous aura un petit peu éclairé. Bien sûr, je ne peux pas donner ici de manière plus précise des recommandations de quels produits, quelle marque, etc. Ça, encore une fois, faites-vous accompagner parce que ça peut dépendre des personnes. Euh, voilà. Donc, je vous souhaite une belle continuation. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, bien sûr, sentez-vous libre de les laisser ci-dessous. Et puis sinon, vous pouvez aussi me retrouver sur mon site sabrinamarneletellier.fr.
Voilà, je vous souhaite une bonne continuation. Au revoir.